Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Comme d'habitude, on débute direct avec notre Fear and Greed Index côté crypto qui est toujours dans l'extrême peur à 22. Du côté des marchés US, pas de grands changements non plus, on se trouve toujours dans la zone de greed à 64. N'oubliez pas qu'on se retrouve demain à 22h sur Twitch pour tirer au sort tous les gagnants de la semaine. Et je vous mets ma chaîne Twitch juste ici en haut à droite. Pour ceux qui débarquent, sachez que je fais gagner toutes les semaines 6 NFT qui sont liés à chaque vidéo de Zap Crypto qui sortent. Vous pouvez retrouver toute la collection sur OpenSea. Et pour participer, rien de plus simple, tu as juste à laisser un petit commentaire sous les Zap Crypto. En plus de t'offrir une chance de remporter un NFT, cela donne un max de force à la chaîne. Alors un grand merci à toi. Sur ce, installez-vous confortablement, votre Zap va commencer. Je vous souhaite un excellent week-end. C'était Zap Crypto. Nourdine, qu'est-ce que tu penses des critiques à l'encontre du Web3 de façon générale? J'y intègre blockchain, crypto, etc. Alors moi je suis le premier critique, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que je balance pas mal. Mais après moi je trouve que c'est de la critique constructive parce que j'en ai marre de voir en fait des projets bidons être partagés et tous les gens dire c'est extraordinaire, c'est magnifique, etc. Je suis un peu un utopiste, je suis un geek. Donc moi j'ai envie que le monde de demain soit meilleur que le monde d'aujourd'hui. Pas qu'avec un outil merveilleux comme le Web3, on en fasse un truc pire que le monde qu'on a critiqué pendant des années. Là, je donnais cet exemple tout à l'heure quand on discutait, mais là, le défilé de mode Bored CryptoPunk, mais c'est un scandale. Pourquoi tu trouves que c'est un scandale? Déjà, parce que les défilés de mode, quand tu vois qu'ils font des trucs dans le désert avec une consommation d'énergie, c'est pas très durable tout ça. Déjà, donc je pense que l'habillement, il va y avoir une grosse crise de l'habillement demain parce qu'on a besoin de retrouver des valeurs, parce que c'est plus possible de faire travailler. Bien sûr, mais c'est pas une question de fin d'abondance, c'est une question, c'est pas possible de faire travailler des gamins au fin fond du Bangladesh avec des produits chimiques, polluer des rivières en fait, sous prétexte qu'après l'envoyer par avion ici et dire c'est formidable. Non, c'est pas formidable. Donc faire des flocages sur des robes pour dire c'est génial, venez acheter encore un énième t-shirt parce que dessus il y a un CryptoPunk ou un Bored, c'est scandaleux. Et ceux qui font la promotion de ça, moi je trouve qu'ils sont des irresponsables. Que des gens qui cherchent en fait que le pognon, à se faire de l'argent sur le dos des autres en pensant que c'est hype. Non, c'est pas hype en fait. Le Web3, c'est une manière de chercher un monde plus raisonnable en fait. Oui, c'était ça ma perspective. Pour moi, c'est ça le Web3. Moins d'abondance, plus de responsabilisation dans sa consommation. Je peux te donner un exemple de comment je vois par exemple moi le Web3 demain et le textile. Moi, j'imagine le monde de demain comme très peu de boutiques de textile en fait. C'est-à-dire que les magasins comme on connaît maintenant, ils ferment, on en fait autre chose. On en fait des garderies, des crèches. On reprend la main sur nos centres-villes qui sont devenus en fait aujourd'hui des centres commerciaux géants, et en fait on ne peut plus avoir en fait de commerce de proximité, on peut plus avoir de trucs vrais, d'êtres humains en fait. Les utilisateurs, ils participent à la création de valeur des créateurs. C'est-à-dire que moi, quand je consomme une vidéo sur YouTube, quand je vais à un concert, même quand j'écoute une musique, que je la partage à mes amis, je participe à la création de valeur, parce qu'un contenu qui n'est pas consommé, à la fin, il a peu de valeur. Et donc, dans ces 94% que je te parlais d'intermédiaires, on s'est dit qu'on va en prendre une très bonne partie pour les créateurs, mais aussi une partie pour les utilisateurs qui créent de la valeur quand ils partagent, quand ils consomment le contenu. Et donc, ce qu'on a fait, on a évacué, après nos itérations, la partie partage de royalties, parce que comme tu l'as dit, déjà que les créateurs gagnent pas beaucoup, ils n'ont pas spécialement envie de partager avec leur communauté le peu qu'ils gagnent. Et donc, on va plutôt créer des revenus incrémentaux avec des produits financiers. Et ces produits financiers auront un rendement, pour parler de ceux qui connaissent un peu la DeFi, un APY, qui dépend de la consommation. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un investissement passif. C'est-à-dire que si je suis passif, mon produit n'a aucun rendement, et le créateur et moi, on ne gagne rien. Si en revanche, je suis actif, je consomme et je partage le contenu, mais là, je vais gagner et je peux gagner beaucoup. Et donc on commence avec YouTube à partir du 13 décembre. Et donc, très concrètement… C'est ça qui est fou, c'est que vous vous branchez sur l'existant, quoi. Voilà, on se branche sur la consommation. Nous, on n'est pas du tout une plateforme d'exploitation de contenu ou quoi que ce soit. Moi, ça, je l'ai fait dans le passé. Ce qu'on fait, c'est qu'on crée une extension qui est sur ton browser. Tu as une extension et qui va… Donc, le créateur, l'utilisateur s'inscrit.
Et chaque fois que tu vas consommer du contenu qui est inscrit dans l'écosystème, dans le protocole, ben, le créateur et toi allez gagner des fracs. Sans transition, alors que l'écosystème crypto est secoué par une faillite historique, on a les jetons d'un autre moment historique qui se sont réveillés. En effet, alors qu'une grande partie des fonds de l'affaire Mt. Gox devraient prochainement être restitués à leurs propriétaires, on apprend qu'une adresse détenant 10 000 bitcoins vient de se réveiller après 7 ans sans activité. À savoir que cette adresse appartient à la plateforme d'échange BTC-E, qui a été fermée en 2017 et qui est accusée d'avoir blanchi les cryptos volés de Mt. Gox. Et donc aujourd'hui, cette adresse a transféré 65 BTC sur la plateforme IDBTC, ce qui indique que ce mouvement n'a pas été réalisé par l'État et que vraisemblablement le hacker de Mt. Gox ou les personnes liées à cette affaire sont derrière ce transfert de 65 BTC, et la crainte est que là où les personnes derrière cette adresse pourraient déstabiliser le prix de Bitcoin. Bref, après 8 ans, le scandale Mt. Gox continue de faire des remous. Allez, la Belgique déclare que BTC, ETH et autres pièces décentralisées ne sont pas des titres. Bon, ben voilà, hein, ça aussi c'est une petite bataille pour savoir comment classer les cryptos, où les classer et comment vous faire payer des taxes. Évidemment, on l'a compris. Donc, encore une fois, chaque pays va faire sa salade à lui, ses réglementations à lui, etc. C'est pour ça que la crypto-monnaie, c'est très très compliqué pour le monde entier, pour tous les régulateurs du monde entier et tous les pays, puisqu'on n'a pas la même loi partout, on n'a pas les mêmes réglementations partout. Comprenez pourquoi tout ça, ça met un temps énorme et voilà. Et puis si une réglementation n'est pas bonne quelque part, et ben on n'ira pas dans ce pays-là. Évidemment, vous avez compris. La DeFi, la crypto-monnaie dans l'ensemble, parce que bon, maintenant il commence à y avoir petite différence entre décentralisé et centralisé, hein, il y a même des grosses différences. Eh bien, il y a des endroits où les gens n'iront pas travailler, ou etc., etc., vous voyez. Donc, tout ça, tout le monde le cogite, hein. Les régulateurs aussi, avec leur pays, avec le besoin aussi de commerce, avec des produits qui sont en train d'exploser, de grandir, comme notre écosystème. On a dans les pays développés en fait beaucoup plus de personnes qui commencent à s'éduquer sur comment est créée la monnaie, comment elle fonctionne, comment elle est gérée, et ils se rendent compte que c'est peut-être pas très très bien et qu'il faudrait s'orienter vers un nouveau modèle dont le Bitcoin. Donc ça c'est pour les pays développés. Et du côté des pays un petit peu moins développés ou en cours de développement, il y a certains pays qui subissent donc un petit peu à la manière forte une hyperinflation, et dans ces cas-là, on l'a vu notamment avec la Turquie ou l'Argentine, on sait que les populations se sont réfugiées sur le Bitcoin. Et autre moyen aussi, dans les pays vraiment peu développés qui ont pas accès eux du coup au système bancaire, là du coup c'est la même chose, Bitcoin peut être une solution. La vodka c'est sympa, mais même si c'est à 40%, on parle d'éthanol et pas de rentabilité. Si je parle de vodka, c'est qu'on va partir en Russie car la Douma, c'est-à-dire l'Assemblée fédérale de Russie, souhaite que le pays ait son propre exchange de crypto-monnaie nationale. Rien d'étonnant, sachant qu'ils sont de plus en plus exclus du système mondial, ils cherchent des alternatives pour continuer de commercer sans se soucier des sanctions internationales. Tout ça n'en est encore qu'aux prémices, ils doivent d'abord définir un cadre juridique réglementaire afin d'en arriver au stade de la création. Cette décision s'inscrit dans la suite logique des événements car de nombreux exchanges se sont vus bannir de leur territoire. On a vu que les monnaies numériques de banque centrale sont en train d'être mises en place partout dans le monde. On a vu qu'elles sont un composant essentiel d'un futur dystopique parce qu'elles ont le potentiel de détruire une grande partie de nos libertés au travers d'une tentative de contrôle total de la monnaie par le gouvernement et par les banques centrales. On a vu que les futurs MNBC auront les mêmes inconvénients que les monnaies fiduciaires actuelles comme l'euro et le dollar, c'est-à-dire qu'elles vont continuer à perdre du pouvoir d'achat au fil du temps à cause de l'impression monétaire inévitable. Mais surtout, les MNBC ne seront pas vraiment votre argent. Elles vont donner au gouvernement la possibilité de tracer votre argent, de mettre des restrictions dessus ou même de le désactiver entièrement. En gros, ça va nous mettre dans une position de soumission totale vis-à-vis du gouvernement et c'est exactement le contraire de ce qu'on veut en tant qu'individu souverain. Et donc, à mon avis, il n'y a rien de plus important aujourd'hui que de se préparer à l'apparition de ces monnaies. Et une bonne façon de se préparer, selon moi, c'est de réfléchir à comment il est possible de transacter et de stocker de la valeur en dehors de ce système monétaire qui cherche à nous contrôler en supprimant nos droits fondamentaux. Et justement, sur ce plan-là, il y a de l'espoir, et cet espoir réside dans l'existence et dans l'utilisation de quelque chose comme Bitcoin. Pourquoi je dis que c'est la dictature de la moyenne ? Parce que les gens qui sont modestes doivent se loger, doivent se nourrir et doivent se chauffer et se déplacer. Donc c'est l'énergie, les denrées alimentaires
et le logement. Et comme par hasard, ce sont les 3 postes qui augmentent le plus. Et donc l'injustice qu'il y a derrière justement ces politiques monétaires, c'est qu'on en a fait profiter les ultra riches. On a parlé de Arnaud tout à l'heure, on peut parler de Drahi, de Bolloré, etc. Même la frange un peu inférieure, c'est-à-dire ceux qu'on voit chez BFM TV qui sont payés à 30 000 € le mois ou à 9 000 €, eux profitent un peu de ce système. Donc ils auront du mal justement à cracher dans la soupe. Donc eux vont défendre ce système. Pareil pour les économistes de salon qui sont invités constamment, auront du mal justement, surtout les économistes de salon de gauche. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de pernicieux. C'est-à-dire que cette création monétaire, c'est une création monétaire qui est socialisée. Et donc, c'est du keynésianisme, mais pour riches. Mais en fait, c'est très intelligent. C'est qu'en même temps, on laisse l'État grailler. Pour parler vulgairement, on laisse manger à la niche comme ça. On lui donne un peu, t'inquiète pas, on va te financer, mais laisse-nous nous profiter sur les marchés financiers. Laisse-nous nous faire du levier comme un malade sur Tiffany ou sur de l'immobilier ou sur un immeuble dans le 16e, etc. Mais par contre, tiens, on te donne de quoi dépenser, et derrière, dépenser, et ça a un coût. Quand les taux remontent comme maintenant, la charge de la dette, entre la remontée des taux et plus le scandale des OATI, c'est-à-dire les obligations qui sont indexées à l'inflation, ben la charge de la dette va être de 60 milliards d'euros. C'est quasiment le coût de l'éducation, la dépense pour l'éducation nationale. Et donc c'est ça en fait le scandale. C'est que on a aidé les riches avec cet argent magique, on a aidé l'État dépensier. Cet argent s'est retrouvé à partir de 2020 dans les marchés, dans la vie normale, avec les PGE, avec les subventions, les salaires payés, les sauvetages de toutes les multinationales comme Air France, Renault, etc. Ça a fait exploser les prix. Et derrière, qui doit payer? Le peuple, le travailleur, celui qui a mis de côté durement et qui veut pas justement participer à cette mascarade, à s'endetter sur 30 ans. On aura un PCE qui va sortir le 1er décembre, ça c'est pour le calendrier économique, donc il faudra ici suivre ça de près puisque ce sont des données que la Fed suit énormément, donc des données autour de l'inflation. On aura la révision du GDP, donc du PIB américain, c'est-à-dire qu'on a eu une première estimation qui était de 2,6% pour le quarter 3, donc le 3e trimestre. Est-ce que il va y avoir plusieurs révisions de cette estimation en fonction des chiffres qui sortent petit à petit, et donc il faudra suivre ça de près, et ça sera pour mercredi prochain. Et on aura un discours de Jérôme Powell à la Brookings Institution. En général, les discours de Powell, il faut faire attention également, donc on suivra ça de près aussi. Tout ça, c'est mercredi. Les marchés sont dans de bonnes dispositions. Le CAC 40 a quasiment gagné plus de 1000 points depuis son plus bas de la mi-octobre. Alors comment expliquer ça? Grâce à la baisse de l'inflation. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, on était à plus de 9% au mois de juin. On est à 7,7% en rythme annuel. Et l'inflation devrait continuer à baisser. Du côté de l'énergie, c'est-à-dire pétrole et gaz, la baisse se poursuit. Du côté des prix alimentaires, il y a également de la baisse. Du côté des véhicules, eh bien, ça baisse. Au mois d'octobre, moins 10% sur les ventes de véhicules d'occasion aux États-Unis. L'immobilier, ça se contracte également. Donc, on a vraiment le sentiment qu'on a atteint le pic d'inflation aux États-Unis. Et en Europe, on a vu hier dans les chiffres des PMI que finalement, il y a moins de problèmes sur les chaînes de production. Ça veut dire qu'il va y avoir un petit peu de désinflation. Au niveau de l'indice de volatilité, le VIX et le MOVE. Donc le VIX, alors c'est celui que je préfère. Pour l'instant, il est en mode tombe, donc moins de volatilité sur le marché, moins de peur sur le marché, un marché plus tranquillou, ça nous fait du bien. Le MOVE un peu plus excité, parce que sur les marchés obligataires, il se passe un petit peu trop de zig-zag entre les obligations et les taux de rendement. Pour la SP500, on ziote la bande supérieure, les amis, d'accord? Parce que le pire qui pourrait arriver, c'est bande supérieure pour la SP500, bande supérieure pour le Bitcoin qui est à peu près aux 18 500 $, et puis après, bam, et bam, et bam, et bam, et là, ça sera tous en enfer pour tout le monde. Espérons qu'on n'arrive pas à ça. Que depuis que l'on a cassé ici, malgré FTX, malgré le FUD, malgré plein de choses, d'accord? Bon, je vais pas te passer tout le FUD qu'il y a sur les réseaux en ce moment. On a toutes les raisons d'aller plus bas, d'accord? Mais justement, si on a toutes les raisons d'aller plus bas et que le short devient évident pour tout le monde, est-ce que tu crois que le marché traînerait comme ça sous la cassure pour te laisser rentrer dans un short évident? Je te laisse réfléchir à ce sujet-là. Ça ressemble... Alors après, on va aller voir de plus près l'action price, qu'est-ce qui se passe. Mais ce que je veux te dire, c'est que
lorsqu'il y a création de liquidité comme ça, souvent, c'est que le marché peut-être a des envies à cet endroit de... Alors, il y en a qui disent que les vendeurs perdent de la force, oui d'accord, mais ok, les vendeurs perdent de la force, pourtant moi dans mon entourage, et je le vois aussi sur les réseaux, des vendeurs en ce moment, des gens qui lâchent, il y en a. Hein. Donc c'est surtout aussi que des gros sont en train de capturer le supply à cet endroit, potentiellement, d'accord? Ça veut pas dire qu'on va pas baisser. Alors là, et j'en vois venir, hein, ouais, en gros tu dis que ça peut monter ou ça peut descendre, c'est ça? C'est ça l'analyse technique? Oui, c'est ça l'analyse technique. Mais ce que t'as pas compris, c'est que ça sert pas à prévoir l'analyse technique. Ça sert à arbitrer un risque, à anticiper éventuellement ce qui pourrait se passer par rapport à l'action price. Et du coup, ça veut dire quoi, gérer son risque? Ça veut dire que si t'es un trader et que t'as pris un short ici et que t'as placé ton stop loss au-dessus de ce niveau, hop, ou au-dessus de ce niveau, ben quand tu vois qu'en dessous ça traîne et que ça commence à créer de la liquidité, ben tu arbitres ton risque, pas parce que tu dis attention ça va monter. C'est parce que le scénario qu'on se fasse short squeezer s'intensifie. Peut-être que le stop loss, il était ici au début, ou ici. Ben, pour te protéger, tu vas plutôt le mettre plus serré ici. Comme ça, si vraiment on part en short squeeze, ok, boum, tu sors à break-even, quoi. D'accord? Donc ça sert à ça. Et si tu es investisseur et que tu as envie de craquer ici, dis-toi qu'au vu de ce qu'on voit sous la cassure en termes d'analyse technique, justement, d'action de prix, ben peut-être que arbitrer ton risque pour toi, ça veut dire ne pas craquer. Parce que potentiellement, c'est au pire des moments. Alors ça veut pas dire qu'on va aller plus bas, ça veut dire que c'est en termes de risque-récompense, c'est idiot de le faire maintenant, de vendre. Voilà. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, tu fais ce que tu veux. Le BTC en weekly, cette fois à plus long terme, on évolue dans un biseau descendant. Pour l'instant, on est sur la partie basse du biseau et on aurait donc de fortes chances d'aller retester le bas du pattern qui est ici aux alentours des 13 900 $. On a cassé ici la Tenkan, donc grosse cassure de Tenkan, ça nous donne normalement encore une fois un signal de vente. Donc le signal de vente devrait aller se répercuter sur le bas du pattern, donc ce support qui fait office de support depuis très longtemps. Oui, si on avait été rejeté une première fois, ensuite on avait rebondi, on a rebondi une deuxième fois et finalement pourquoi pas rebondir une troisième fois avant de recasser tout ça vers le haut et repartir enfin en bull run dans les prochains mois ou les prochaines années. En attendant, donc je privilégie un retour ici pour mieux recasser vers le haut. On est en plus de ça sur un niveau aux alentours des 1,618 de Fibonacci à 13 571 si on revient chercher le bas du pattern. Donc pour moi tout ça avec également l'Ishimoku qui est bearish avec la Tenkan là qui jaunait le nuage en résistance, on a de fortes chances de repartir à 14 000 $ minimum, voire même un peu plus bas, à surveiller bien sûr dans les prochains jours, les prochaines semaines, suivant le temps que mettra le prix à repartir vers le bas. Dans tous les cas, tant qu'on reste en dessous de la Kijun et de cette trendline, on est toujours très nettement en bear market, c'est ce pattern qui a été dessiné depuis tout le bear market, donc c'est la cassure de cette trendline à mon avis qui donnera potentiellement un signal haussier, donc regagner la Kijun aux alentours des 24 300 et regagner cette trendline aux alentours maintenant des 23 000. On est sur la volumétrie générale représentative de personnes qui jouent sur la volatilité, ramenée sur le prix du BTC. C'est ce qui nous donne la courbe ici qui se trouve là en bougie japonaise, d'accord? Une courbe qui est très intéressante, qui est la représentation de l'évolution des traders sur le cours du BTC. Donc on met en relation les deux. Je vous ai mis en orange aussi la représentation du BTC pour nous donner en fait tout simplement un élément important sur l'évolution générale. Ce qui est intéressant, c'est on va se caler sur cette partie-là, ça va être de voir que nous avons systématiquement une baisse des traders lorsque l'on arrive sur un top. Ça continue à baisser durant une petite partie de la baisse, et à partir du moment où on arrive sur la partie basse, on revoit une augmentation des traders, pareil, baisse effective. Donc là, on voit bien ici, baisse avec augmentation du BTC, continuité de la baisse pour accompagnement de la baisse. À partir du moment où on arrive dans une zone forte ou une cassure forte, ici, que l'on retrouve ici et ici, d'accord, on revoit une augmentation de la volatilité sur une zone très très basse, et derrière, où on voit ces personnes-là, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on rechute après, lorsque l'on fait un top, pareil, on recasse baissier, qu'est-ce qui se passe? Ici, réaccélération, et ainsi de suite. Ensuite, on chute durant toute cette période-là. On voit qu'on a eu un petit sursaut, notamment dans cette période basse qui a été mise en place, notamment mi-2021. Et ensuite, on a fait le dernier ATH, qui a été la zone la plus basse qui a été donnée. Et ensuite, on a cassé baissier. Pareil, on a réaccéléré. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis qu'on a fait la dernière jambe du BTC, nous avons une énorme accélération
du cours, une énorme accélération du cours qui justement pourrait être symbolisée par potentiellement un bottom qui est en train de se former, qui n'est pas formé encore, qui est en train de se former, qui pourrait être justement cette première accélération que l'on voit ici, qui a été ici, dans lequel on a eu après une structuration, accélération haussière, chute, avec un retest, d'accord, pour rappel, hein, en mars de 2020, pardon, on était quasiment au même niveau que un an avant. Donc on a vraiment un retour qui s'est effectué, et justement on voit que c'est la même schématique qui est en train de se faire là. Donc est-ce qu'on aurait une mise en place identique là-dessus ? La notion de fractalité est toujours très dérangeante quand on a assez peu d'informations. Pour rappel, la notion de fractalité se base sur aussi l'hypothèse d'une étude empirique, donc ça veut dire avec de la donnée sur l'historique. Là actuellement c'est pas le cas, et donc il faut vraiment mitiger un petit peu tout ça, mais en tout cas c'est une information importante parce que le profil d'un trader est totalement différent. C'est un profil qui est là aussi pour utiliser de la volatilité, mais aussi pour structurer dans des zones qui sont intéressantes, et quand on a une augmentation du nombre d'adresses de personnes qui sont intéressées, ça veut dire qu'on est vraiment dans une zone intéressante, et c'est là où c'est vraiment important quand on voit une augmentation de traders par rapport à l'augmentation des investisseurs, à savoir que les investisseurs, pour rappel, on avait déjà fait une analyse où on avait vu que les investisseurs augmentaient au fur et à mesure que le temps se déroulait, notamment au niveau du BTC et des différentes cryptos. On continue avec le Bitcoin en annuel, en 12 mois, regardez ça. 4 bougies vertes, une bougie rouge. 3 bougies vertes, une bougie rouge. 3 bougies vertes, une bougie rouge. Vous voyez, à chaque fois c'est pareil. 4, 1, 3, 1, 3, 1. Et là, du coup, je dis la suite, c'est quoi pour les prochaines années, combien de bougies vertes ? Est-ce qu'on va faire 4 bougies vertes comme au début, ou 3 comme on a fait ces 2 derniers cycles ? Ou alors juste 2 ? Parce qu'on peut voir, à chaque fois, ça s'atténue. Là, on en a fait 4, là 3, et là, c'était limite 3. Hein, c'était plutôt 2, voire 3, mais le 3 était assez chaud. Donc peut-être qu'on n'aura que 2 pour au niveau de 2023, 2024. Et 2025, on finira peut-être sur une bougie rouge. Et je me dis, on pourrait avoir une autre bougie rouge pour 2023. C'est pas impossible, en fait. On a une autre bougie rouge pour 2023. Et 2024-2025, on a 2 bougies vertes. C'est quelque chose qui peut être possible. Même, ou alors on pourrait faire une toute petite bougie verte comme on avait fait ici, voilà, même encore plus petite, et après on enchaîne sur 2 autres bougies vertes. Bref, tout est possible, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ce qui est intéressant, et ce qu'a noté un abonné, alors je sais pas si je le retrouvais, voilà, ici, ou ah non, ça c'est Chantal Lang, elle disait autre chose, bref, je sais plus, mais en gros, on a un abonné qui me disait qu'on avait la première bougie d'avalement baissière, et c'est vrai qu'il a raison, au niveau des bougies rouges, vous voyez, là on est très loin d'avaler cette bougie-là. Là, pareil. Alors que là, ouais, la bougie rouge qu'on a ici est plus grosse que la bougie verte qu'on avait formée ici. Donc, ça s'appelle une bougie d'avalement baissière plutôt. Ce qui est plutôt mauvais en général. Après, voilà, c'est en annuel. C'est une time frame tellement dézoomée sur Bitcoin que ça peut être pertinent, mais à la fois pas pertinent. Parce que il a tellement peu d'historique Bitcoin qu'au final, ça représente quoi ? 12 bougies, 13 bougies. Et c'est pas facile en fait pour analyser quelque chose. Je trouve que le mensuel sur Bitcoin est quand même beaucoup plus intéressant. Titan Arena, du coup, il y a un event de fusion qui est de nouveau ressorti, ils en font régulièrement. Donc là, du coup, du 23 au 30, et bah du coup, vous pouvez fusionner et du coup choper pas mal de cadeaux. Et ça permet aussi, je crois, de burn les persos, donc c'est un truc pas mal. C'est une espèce d'event assez spécial, assez court, plutôt cool. Titan Arena, c'est un bon projet, une espèce de Brawl Star, entre guillemets, Titan Arena. Et enfin, la dernière actualité, elle concerne Call of Duty Warzone 2, puisque la plateforme Gamer Gains a intégré le jeu à son roster de jeux. Et pour rappel, Gamer Gains, je vous en avais déjà parlé, mais c'est un projet qui vous permet de gagner de la crypto qui s'appelle du gamer en jouant à des jeux qui existent déjà, et en jouant à ces jeux tels que vous le faites déjà en fait. Vous liez votre compte Steam à la plateforme et vous remplissez des quêtes dans les jeux que vous souhaitez pour gagner de la crypto-monnaie. Et donc on peut le voir, hein, dans les jeux, ils ont CSGO, Dota 2, PUBG, etc., etc. Et ils ont intégré là très récemment Warzone 2, qui est sorti très récemment. Et donc pour l'instant, sur chaque jeu, les quêtes sont assez simples, hein, c'est tout simplement de jouer au moins 1 heure au jeu. Et là on voit que Modern Warfare... Warzone 2 est intégré avec MW2 en fait. Si vous faites un mélange de 30 minutes de Warzone 2 et 30 minutes de MW2, eh bien votre heure sera comptabilisée ici. Vous pourrez récupérer les 30 gamers. Donc si jamais vous êtes chaud, et ben voilà, vous pouvez vous rendre sur le site, créer un compte. Alors pour l'instant c'est en bêta et il faut un code d'accès pour pouvoir s'inscrire. Mais en vous rendant sur le site, vous demandez un code que vous allez recevoir. Si vous êtes sélectionné, moi je sais que ça arrivait très rapidement, en 1 ou 2 jours, mais je sais que j'ai certains d'entre vous qui m'ont dit qu'ils n'avaient toujours pas reçu leur code après plusieurs semaines même maintenant. Donc tentez quand même votre chance, si jamais ce projet vous intéresse. Alors, ce zap t'a plu ?
Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.